Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la correction des annales des années précédentes. Et donc aujourd'hui, on va corriger l'épreuve 2023-2024, examen de danger. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant le composant essentiel d'un savon C18H35O2Na, lesquels sont exacts. Donc, on a la masse molaire de sodium qui est égale à 23 g/mol moins 1. Juste une remarque ici, donc pour l'épreuve danger, tout ce qui est en bleu, c'est donné le jour de l'examen, ce n'est pas à apprendre par cœur. Donc, item A, la masse molaire de C8H35O2Na est de 306 g/mol moins 1. Bah, c'est une question facile. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de calculer la masse molaire de la molécule. Donc, la masse molaire de l'atome de carbone est donnée le jour de l'examen. Elle est égale à 12 g/mol moins 1. La masse molaire de l'hydrogène est donnée. La masse molaire de l'oxygène est donnée. Et dans l'énoncé, on a la masse molaire de sodium. Et donc, pour calculer la masse molaire de C18H35O2Na, donc on a juste à faire 18 fois la masse molaire du carbone qui est égale à 12 plus 35 fois 1 qui est la masse molaire de l'hydrogène plus 16 fois 2 qui est la masse molaire de l'atome d'oxygène plus 23 qui est la masse molaire de sodium, et donc on obtient 306 g/mol moins 1, et donc l'item A est vrai. Item B, la quantité de matière dans 125 g de C8H35O2Na est de 4,08 fois 10 à la puissance moins 1 mol. Donc on cherche à calculer petit n. Par définition, petit n il est égal à la masse sur masse molaire, donc petit m sur grand M. Donc grand M ici c'est la masse molaire. Donc petit m il est égal à 125 g. Et la masse molaire, on vient de la calculer, est égale à 306. Et donc, on a obtenu 4,08 fois 10 à la puissance moins 1 mol. Et donc, l'item B est vrai. Item C, la quantité de matière dans 125 g de C18H35O2Na est de 68,5. Donc, on vient de la faire, donc c'est faux. Item D, il y a environ 24,6 fois 10 à la puissance 22 molécules dans 125 g de C18H35O2Na. Ça, c'est VIP, c'est hyper important. Donc, on cherche à calculer le nombre de molécules, donc grand N si vous voulez. Un rappel de cours. Dans le cours, on a dit que petit n, donc qui est égal à petit m sur grand M, il est égal encore à grand N sur Na. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Grand N, si je parle d'une molécule, donc grand N c'est le nombre de molécules. Si je parle d'atomes, donc grand N c'est le nombre d'atomes. Et si on a un ion, donc grand N c'est le nombre d'ions. Donc dans notre cas ici on a une molécule, et donc grand N c'est le nombre de molécules. Et donc pour calculer le nombre de molécules, donc le nombre de molécules est égal à petit n fois nombre d'Avogadro. Donc, je veux remplacer le nombre de moles par le nombre de moles qu'on a trouvé dans l'item B qui est égal à 4,08 fois 10 à la puissance moins 1 fois le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, le nombre d'Avogadro est donné le jour de l'examen. On obtient 24,6 fois 10 à la puissance 22 molécules. Et donc, dans ce cas-là, l'item D est vrai, item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est A, B et D. Donc, pas de stress, l'exercice numéro 1 est trop facile. Exercice numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la théorie de Bohr et l'orbite décrite par l'électron autour du noyau de l'atome d'hydrogène, lesquelles sont exactes? Ok. Donc, item A. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène correspondant à une perte d'énergie est observé après avoir fourni de l'énergie à son unique électron. Bah, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous, on a parlé de deux spectres, absorption et émission. Pour avoir d'émission, bien sûr, donc on a normalement un électron qui se trouve à l'état fondamental. On va envoyer de la lumière, donc on va envoyer de l'énergie. Donc l'électron va gagner de l'énergie. Cette énergie-là
va pouvoir passer l'électron de son état fondamental à un état excité. Et une fois l'électron il se trouve à l'état excité, donc il va revenir à l'état fondamental, à l'état qui est plus stable. Et donc, l'item A est vrai. Parce que pour qu'il puisse revenir à un état plus stable ou bien à l'état fondamental, donc il va perdre de l'énergie. Item B, la longueur d'onde de la radiation émise par l'atome d'hydrogène en passant du niveau n égale 3 au niveau n égale à 2 est environ égal à 6,54 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc ici on est en émission parce qu'on passe d'un état n égale 3 à n égale à 2. Regardez, pas de panique. Donc on cherche à calculer la longueur d'onde, donc lambda. Et donc c'est quoi la stratégie? Tout simplement, on a vu dans le cours que nu', elle est égale à quoi? Donc elle est égale à la valeur absolue de la constante de Rydberg qui est donnée le jour de l'examen, il est là, fois 1 sur n1 au carré moins 1 sur n2 au carré. Et donc, nous on a tout parce que la constante de Rydberg est donnée le jour de l'examen. N1, donc nous on passe de l'état n égale 3 à n égale à 2. Donc N1 est égal à 3, N2 est égal à 2. Et donc maintenant je remplace chaque terme par sa valeur. On obtient 1,53 fois 10 à la puissance 6 mètres moins 1. Donc jusqu'à maintenant, on a calculé nu', mais n'oubliez pas, on sait très bien, selon la relation de Planck, que l'énergie elle est égale à h nu qui est égal à hc sur lambda, qui est égal encore à hc nu'. Et donc ici, je peux dire que nu', elle est égale à 1 sur lambda. Désolé, ici, donc c'est 1 sur lambda et pas 1 sur lambda'. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle lambda'. Et donc, dans ce cas-là, je remplace chaque terme par sa valeur, donc nu' par sa valeur qui est égale à 1,53 fois 10 à la puissance 6. On obtient 6,54 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Et donc, l'item B est vrai. Item C, la longueur d'onde de la radiation émise par l'atome d'hydrogène en passant de niveau n égale à 2 au niveau n égale à 1 est environ égale à 1,22 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc la même stratégie. On est en émission parce qu'on passe d'un état excité à un état qui est moins excité. Donc on utilise la même procédure. Donc on calcule nu'. Donc nu' elle est égale à la valeur absolue de la constante de Rydberg fois 1 sur n1 au carré moins 1 sur n2 au carré. Donc la constante de Rydberg est donnée le jour de l'examen. n1 est égal à 2, n2 elle est égale à 1. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient 8,25 fois 10 à la puissance 6 mètres moins 1. Et donc maintenant, comme on a dit dans l'item B, donc selon la relation de Planck, on a l'énergie qui est égale à h nu, qui est égale à hc sur lambda, qui est égale encore à hc nu'. Et donc, nu' elle est égale à 1 sur lambda, pas lambda', il n'y a pas lambda'. Et donc lambda dans ce cas-là, elle est égale à 1 sur nu'. Je remplace un nu' par sa valeur qu'on a trouvée ici. On obtient 1,21 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Et donc l'item C est vrai. L'item D, le rayon de la première orbite stationnaire de Bohr pour l'atome d'hydrogène est 0,529 angstrom. Donc lorsqu'il dit le rayon de la première orbite, donc je parle de R1. Et donc oui, ça il faut l'apprendre par cœur. Elle est égale à 0,529 angstrom. Et donc l'item E est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A, B, C et D. Donc on a fait 2 exercices et jusqu'à maintenant je ne vois pas de difficultés. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant l'hybridation de l'atome de soufre dans la molécule de H2S, donc on a le numéro atomique de soufre qui est égal à 16, lesquels sont exacts. Faites attention, donc il me demande si l'hybridation est sp2, sp3, est-ce que la géométrie est tétraédrique ou bien triangle équilatéral. Comme je vous ai déjà dit dans le cours, donc il y a des astuces et il y a une méthode à suivre pour arriver à répondre sans aucune difficulté. Donc la première chose à faire, il faut faire quoi? Il faut faire la configuration électronique de l'atome de soufre. Donc soufre, Z est égal à 16. Donc on a dit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. L'hydrogène, donc c'est H1, donc c'est 1s1. Donc après, il faut faire quoi? Il faut faire
Ou bien, si vous voulez, euh, on peut, euh, on peut représenter la couche de valence par des cases quantiques. Donc, la couche de valence, c'est la dernière couche électronique. Donc, ici, on a 3s2, 3p4. On sait très bien que la sous-couche S, on la représente par une seule case quantique. On a mis deux électrons. La sous-couche P est représentée par trois cases quantiques, pardon. Et donc, on a 4 électrons. On commence à mettre un électron dans chaque case. Et après, on commence à apparier les électrons. Et donc maintenant, si je vous demande de donner la représentation de Lewis, donc le soufre, on a 6 électrons de valence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le soufre possède 2 électrons célibataires. L'hydrogène possède un électron célibataire. Et donc pour pouvoir répondre à l'état d'hybridation, on est obligé de faire la représentation de Lewis de la molécule. Ça, c'est VIP et hyper important. Pour n'importe quelle molécule, on a besoin de faire la structure de Lewis. Et donc ici, on a un seul atome de soufre, on a un seul atome d'hydrogène, donc 2 électrons célibataires avec 2 atomes d'hydrogène, donc voilà la molécule. Peut-être quelqu'un parmi vous, maintenant, il est en train de dire oui, mais vu que l'atome de soufre possède 2 électrons célibataires, et vu que l'hydrogène possède un électron célibataire, donc ça va. Chaque hydrogène fait une liaison avec le soufre et c'est terminé. Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le désélectron célibataire de l'atome de soufre se trouve sur l'orbital PY et PZ. Et les orbitales PY et PZ, ils font des recouvrements latéraux et donc ils donnent naissance à des liaisons pi. N'oubliez pas. Donc recouvrement latéral, on forme des liaisons pi, alors qu'un recouvrement axial, on forme une liaison sigma. C'est pour cela, ici, on est obligé de passer par une hybridation pour que l'hydrogène puisse faire des liaisons sigma avec l'atome de soufre. Et donc, c'est quoi cet état d'hybridation? Donc, on a une orbitale S qui va se combiner avec 3 orbitales P pour donner naissance à 3 orbitales hybrides identiques sp3. Donc, ici, on a 2 électrons célibataires et maintenant, ces 2 électrons célibataires vont pouvoir former une liaison sigma avec l'atome d'hydrogène. Et donc maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. Et donc, l'hybridation de soufre et sp2, donc c'est faux. L'hybridation et sp3, donc c'est vrai. La molécule s'inscrit dans un tétraèdre légèrement déformé. Oui, pourquoi? Déjà, sp3, c'est tétraèdre. Et pourquoi c'est déformé? Parce que regardez, ici, on a 2 doublés non liants. Donc, ils vont repousser entre elles. Et donc, c'est ça qui va donner naissance à un tétraèdre qui est légèrement déformé. Et donc, l'item C est vrai. Item D, la molécule s'inscrit dans un triangle équilatéral, donc c'est faux. Et donc, item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est B et C. Exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant l'abondance isotopique et la masse molaire atomique moyenne du brome, donc on a le numéro atomique Z qui est égal à 35, composé d'environ 50% du brome 79 et de 50% du brome 81, lesquels sont exacts. Donc item A, la masse molaire atomique moyenne du brome est donnée par 1/2, 79 fois 50 plus 81 fois 50. N'oubliez pas la fameuse règle qu'on a vue dans le cours. Donc pour calculer la masse molaire atomique moyenne de n'importe quel isotope, il faut multiplier la masse molaire de chacun de ces isotopes fois le pourcentage isotopique. Donc ici, le brome possède 2 isotopes. Donc c'est quoi la rule? Donc c'est la masse molaire du brome 79, donc c'est 79 fois le pourcentage isotopique qui est égal à 50% plus. Donc on a quoi encore? On a le brome 81, donc la masse molaire c'est 81 fois le pourcentage isotopique qui est égal à 50%. Donc ici, si vous voulez, mathématiquement parlant, je peux prendre 50% à facteur commun. Et donc, il me reste quoi? Il me reste 79 plus 81. Et donc, 50 divisé par 100, donc ça donne naissance à 1/2. Et donc, l'item A est faux. Item B, l'isotope Br81 possède plus de protons que l'isotope Br79. Non, vu que ce sont des isotopes, donc ils ont le même nombre des électrons et du coup le même nombre de protons.
parce qu'on sait très bien, dans un atome neutre, nombre de protons est égal à nombre des électrons. Et vu que ce sont des isotopes, donc ils ont le même Z, et donc ils ont le même nombre de protons. Item C, l'isotope Br81 possède plus de neutrons que l'isotope Br79. Ici, on peut dire que oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait très bien qu'un atome est représenté par X à Z. Avec A, c'est le nombre de masse, ou bien on l'appelle le nombre de nucléons, qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons, et Z, le nombre de protons. Et donc, pour le brome 81, on a A qui est égal à 81, et Z qui est égal à 35. Donc, si je calcule le nombre de neutrons, donc on va appliquer A moins Z. Donc, 81 moins 35, on obtient 46. Alors que pour le brome 79, si on va calculer le nombre de neutrons, donc c'est A moins Z, donc c'est 79 moins 35, et dans ce cas-là, on obtient 44, ce qui est logique. Item D, l'isotope Br81 possède plus de nucléons que l'isotope Br79. Vrai, pourquoi? Déjà, c'est quoi le nombre de nucléons? On vient de dire c'est A le nombre de nucléons. Et voilà, ici on a 81, ici on a 79, et 81 est plus grand que 79. Et donc l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est C et D. Exercice numéro 5. Parmi les propositions suivantes concernant la configuration électronique du nickel, donc le Ni avec un numéro atomique Z qui est égal à 28, qui est placé sur la période située après l'argon, donc dans la classification périodique lesquelles sont exactes. Ok, c'est parti. Donc normalement, le jour de l'examen, vous allez avoir un petit tableau périodique, et donc il nous donne le numéro atomique Z de nickel, et donc on a encore le numéro atomique Z de l'argon. Regardez, déjà on va faire la configuration électronique de nickel ensemble. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Donc ici on va utiliser la règle de Kleshkovsky, donc la règle des flèches, il faut l'apprendre par cœur. Donc voilà la configuration électronique de nickel. Maintenant, je veux faire la configuration électronique de l'argon. Donc l'argon c'est 18. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et donc maintenant, on va pouvoir répondre aux questions ou bien de chercher si les items sont vrais ou faux. Donc item A, il nous dit que la configuration électronique de nickel, c'est l'argon avec 4s2, 3d8. Regardez, pas de panique. Regardez, de 1s2 à 3p6, elle correspond très bien à la configuration électronique de l'argon. Donc, au lieu de copier tout ça et après ajouter 4s2, 3d8, on peut donner une configuration électronique simplifiée en utilisant les gaz rares. Donc, on va remplacer tout ça de 1s2 à 3p6 par l'argon entre crochets et après j'ajoute 4s2, 3d8 et donc l'item A est vrai. L'item B, bien sûr, c'est faux parce qu'on a 4s2, 3d10, donc on dépasse les 28 électrons, donc c'est faux. Item C, donc c'est vrai parce qu'on vient de le faire ici ensemble. Item D, donc c'est faux parce qu'on dépasse le nombre des électrons. Et donc l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est A et C. Donc juste un rappel ici, donc ici, il nous donne la configuration électronique simplifiée. On utilise les gaz rares comme le néon, argon, krypton, et etc. Exercice numéro 6. Parmi les propositions suivantes concernant les nombres quantiques, lesquelles sont exactes. Donc nous, dans le cours, on a vu ensemble qu'on a 4 nombres quantiques et on a détaillé tous ces nombres quantiques. Item A, l'état d'un électron est défini par 5 nombres quantiques, donc bien sûr c'est faux. On a seulement 4 nombres quantiques, je vous rappelle. Donc on a petit n qui est le nombre quantique principal. On a le petit l qui est le nombre quantique secondaire. On a le petit m qu'on appelle le nombre quantique magnétique. Et on a encore le s qui est le nombre de spin qui peut prendre deux valeurs, je vous rappelle, plus 1/2 et moins 1/2. Et donc l'item A est faux. Item B, le nombre quantique secondaire est noté n. Non, pas du tout. Le nombre quantique secondaire, on vient de dire que c'est L. N, c'est le nombre quantique principal. Item C,
Le nombre quantique principal définit le niveau d'énergie dans lequel évolue l'électron. Bien sûr, c'est vrai, parce que je vous rappelle, on sait très bien que n, c'est le nombre quantique qui représente le niveau d'énergie, c'est-à-dire la couche électronique. Item D, le nombre quantique de spin S peut prendre que deux valeurs, plus 1 sur 4 ou bien moins 1 sur 4. Oui, en fait, il peut prendre deux valeurs, mais pas plus 1 sur 4 ou bien moins 1 sur 4. Il peut prendre deux valeurs, plus 1 demi ou bien moins 1 demi, et du coup l'item D est faux. Et donc, l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est C. Exercice numéro 7, donc on va faire un petit peu de la thermochimie, de la thermodynamique. Parmi les propositions suivantes concernant la réaction, donc on a N2 gaz plus O2 gaz qui réagissent ensemble pour donner le 2NO gaz, laquelle et lesquelles sont exactes. Donc on a quoi comme données? Donc on travaille à 298 Kelvin, on a l'entropie de NO, on a l'entropie de N2, on a l'entropie de O2 et on a le delta H de formation, c'est-à-dire l'enthalpie, qui est égal à 21,6 kcal-1. La question, item A, l'enthalpie libre standard delta G à 25 degrés, c'est-à-dire à 298 Kelvin, de la réaction est d'environ moins 80 kcal-1. Donc ici, on cherche à déterminer delta G. Et donc, c'est quoi la stratégie? On va utiliser la loi de 3 lettres. C'est quoi la loi de 3 lettres? Tout simplement, on sait très bien que delta G elle est égale à delta H moins T delta S. Désolé ici, donc j'ai oublié de mettre delta. Un rappel, on sait très bien selon le cours que l'enthalpie ou bien le delta H de formation de corps pur simple par définition est égal à 0. Donc delta H de formation de O2 est égal à 0, de N2 est égal à 0. Et donc, pour calculer delta G, donc j'ai besoin de delta H et j'ai besoin de delta S de la réaction. Cherchons maintenant le delta H de la réaction, c'est-à-dire l'enthalpie de la réaction. Donc on va utiliser la loi de S. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la loi de S? Elle nous dit que delta H est égal à la somme de delta H de formation de produits moins la somme de delta H de formation des réactifs. Et bien sûr, il faut prendre en considération les coefficients stoichiométriques N et N'. Donc on commence par les produits. Par les produits, on a quoi? On a NO gaz, donc c'est 2 fois delta H de formation de NO gaz, moins, donc on a moins la somme de delta H de formation de réactifs qu'on vient de dire qu'il est égal à 0, et donc on obtient 43,2 kcal moins 1. Maintenant cherchons delta S, et donc pour calculer delta S, c'est-à-dire l'entropie de la réaction, donc aussi on va utiliser une loi semblable à la loi de S. Donc en gros, on va dire que delta S, elle est égale à la somme de delta S des produits moins somme de delta S des réactifs, en prenant en considération bien sûr les coefficients stoichiométriques. Donc on commence, donc c'est 2 fois, on commence par les produits, donc le S de NO, qui est égal à 50,34, donc moins, on a quoi? Les S des produits, donc les S des produits, on a N2 et O2, donc ici, le S de N2 qui est égal à 45,77 et on a le S de O2 qui est égal à 49 et donc on fait le calcul, on obtient 5,91 calories Kelvin-1 mol-1. Et donc maintenant tout ce qu'on a à faire c'est de remplacer delta H par sa valeur dans cette équation, la température par 298 Kelvin et delta S par sa valeur qui est là et donc on obtient 41,43 kcal mol-1. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que l'item A est faux. N'oubliez pas, ici, on a obtenu delta H qui est positif. Et donc, si delta H est positif, donc la réaction est endothermique. Il ne faut jamais oublier ça. La réaction est thermodynamiquement possible dans le sens de formation de NO. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a obtenu. On a obtenu un delta G qui est positif. Et si delta G est positif, on dit que la réaction est endergonique et la réaction est thermodynamiquement impossible. Et donc l'item B est faux. Item C, la réaction est endothermique. N'oubliez pas, on a vu que delta H qu'on a calculé ensemble est positif et donc la réaction est endothermique. La réaction est spontanée? Non, c'est faux.
vu que la réaction est thermodynamiquement impossible, donc la réaction n'est pas spontanée, et donc l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est C. Donc comme vous pouvez le voir, on est arrivé à l'exercice 7 sans beaucoup de difficultés, ça va. Donc toutes les annales sont les mêmes. Exercice numéro 8. Parmi les propositions suivantes concernant la réaction 4HCl plus O2 gaz qui réagissent ensemble pour donner le 2Cl2 plus 2H2O liquide, qui est une réaction à l'équilibre, de delta H à 298 Kelvin qui est égal à moins 202,4 kJ mol moins 1, lesquelles sont exactes. Donc ça c'est une question d'équilibre. Donc item A, si on diminue la température du milieu réactionnel, l'équilibre se déplace dans le sens direct. Déjà, regardez très bien, nous, le delta H de la réaction est négatif. Si delta H est négatif, donc la réaction est exothermique dans le sens 1. Donc, elle donne de la chaleur dans le sens 1. Si dans le sens 1, elle donne de la chaleur, donc dans le sens 2, elle absorbe de la chaleur. Donc, dans le sens 1, on a exo, dans le sens 2, on a endo. Bien sûr, dans cet exemple-là. Et donc maintenant, il nous dit, si on diminue la température, qu'est-ce qui se passe? Si on diminue la température, on sait très bien que l'équilibre va se déplacer d'une manière à augmenter la température. Et donc, pour augmenter la température, il est obligé de passer par le sens 1 qui est exothermique. N'oubliez pas, exothermique, c'est-à-dire vers l'extérieur. On donne de la chaleur vers l'extérieur. Et donc, l'item A est vrai. Item B. La diminution de la pression ne modifie pas l'équilibre. Moi, ici, je vous conseille de raisonner en nombre de moles. C'est plus facile. Nombre de moles et pression, c'est la même. Regardez, ici, on a 4 plus 1, donc on a 5 moles. Ici, on a 2 plus 2, on a 4 moles. Donc, bien sûr, si on diminue la pression, c'est-à-dire si on diminue le nombre de moles, l'équilibre va se changer. Pourquoi? Parce que si on diminue le nombre de moles, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à augmenter le nombre de moles. Et donc pour augmenter le nombre de moles, l'équilibre il est obligé de se déplacer dans le sens 2, dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens 2 qu'on forme 4 plus 1 qui est égal à 5 moles. Alors que dans le sens 1, on forme quoi? 2 plus 2, 4 moles. Et donc l'item B est faux. Item C. La diminution de la concentration de Cl2 favorise la réaction directe. On va voir. Donc, si on diminue la concentration de Cl2, n'oubliez pas, donc l'équilibre toujours va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. C'est-à-dire, si on diminue la température, l'équilibre va augmenter la température. Si on diminue la concentration, l'équilibre va augmenter la concentration. Donc ici, on diminue la concentration de Cl2, donc l'équilibre va augmenter la concentration de Cl2. Et donc, pour augmenter la concentration de Cl2, bien sûr, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Pourquoi? Parce que le sens 1, c'est le sens de formation de Cl2. Et donc, bien sûr, l'item C est vrai. Item D, l'augmentation de la concentration de HCl favorise la réaction directe. On va voir. Donc, si on augmente la concentration de HCl, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la concentration de HCl. Et donc, pour diminuer la concentration de HCl, donc l'équilibre va se déplacer dans le sens 1, le sens direct. Et donc, l'item D est vrai. Item E, c'est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est C et D. Exercice numéro 9. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? On donne à 298 Kelvin, donc il nous donne quoi? Le delta H de formation de Hg2Cl2 solide, le delta H de formation de HgCl2 solide, mais il ne nous donne pas le delta H de formation de Cl2 gaz, c'est normal, parce que le delta H de formation de corps pur simple, elle est égale à 0. Donc, item A, l'enthalpie de la réaction est de 35 kJ mol moins 1. Donc ici, on cherche à déterminer le delta H de la réaction. Donc on va utiliser la loi de S. Donc delta H, il est égal à la somme de nombre de moles fois delta H de formation de produit moins la somme de nombre de moles fois delta H de formation des réactifs. Donc delta H de la réaction, elle est égale. On commence par delta H de formation de produit. On a HgCl2 avec un delta H qui est égal à moins 230. Donc c'est 2 fois moins 230 moins. Donc
N' fois delta H de formation de réactif. Donc, on a quoi? On a Hg2Cl2. Donc, on a une coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Donc, 1 fois moins 265. Et donc, on obtient delta H qui est égal à moins 195 kJ mol moins 1. Et donc, l'item A est faux. Item B, l'enthalpie de la réaction est de moins 195 kJ mol moins 1. Donc, on vient de la calculer, donc c'est vrai. Item C, la réaction est endothermique. Donc, vu que delta H est négatif, donc la réaction est exothermique. Donc, je vous rappelle, exo vers l'extérieur, elle donne de la chaleur. Endo, c'est vers l'intérieur, donc elle absorbe de l'énergie. Item D, la réaction est exothermique. Donc, bien sûr, c'est vrai. Item E, donc c'est faux. Et donc, le bilan de réponse CB et D. Exercice numéro 10. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse d'une réaction chimique, laquelle et lesquelles elles sont exactes. Donc, exercice numéro 10, c'est sur la cinétique chimique. Item A, la constante de vitesse K ne dépend pas de la température. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il faut mettre dans la tête que la constante de vitesse K ne dépend que de la température. Et donc, bien sûr, l'item A est faux. Item B, l'unité de la constante de vitesse K est la même pour tous les ordres réactionnels. Bien sûr, c'est non. Chaque réaction a une constante de vitesse ou bien une unité de constante de vitesse qui est bien déterminée. Je vous rappelle, pour une réaction d'ordre 1, l'unité de la constante de vitesse, c'est l'inverse du temps, c'est-à-dire ou bien heure moins 1, ou bien minute moins 1, ou bien seconde moins 1. Donc il faut apprendre par cœur, c'est l'inverse de temps. Pour une réaction d'ordre 2, donc la constante de vitesse s'exprime en heure moins 1, mol moins 1 fois litre, seconde moins 1, mol moins 1 fois litre, seconde moins 1, mol moins 1 fois millilitre. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Il faut savoir qu'une réaction d'ordre 2 s'exprime, ou bien l'unité de la constante de vitesse pour une réaction d'ordre 2, c'est l'inverse de temps et l'inverse de concentration, tout simplement. Donc, inverse de temps, c'est heure moins 1. Inverse de concentration, on sait très bien la concentration, c'est mol par litre. Et donc, l'inverse, c'est mol moins 1 fois litre. Et donc, l'item B est faux. Item C, dans une réaction chimique d'ordre global égal à 0, pour laquelle la vitesse qui est égale à la constante de vitesse, la constante de vitesse a pour unité des moles, litre moins 1 fois seconde moins 1. Donc ça, c'est à prendre par cœur. Donc l'unité de la constante de vitesse d'une réaction d'ordre 0, c'est l'inverse du temps fois l'unité de la concentration. Donc vous voyez, donc mol par litre, donc mol fois litre moins 1, ça c'est l'unité de la concentration, fois l'inverse du temps. Et donc, l'item C est vrai. Item D, la vitesse d'une réaction chimique admettant un ordre supérieur à 0, c'est-à-dire une réaction d'ordre 1 ou bien une réaction d'ordre 2, augmente au cours du temps. Jamais de la vie, la vitesse de la réaction diminue toujours avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien la loi de vitesse, c'est V qui est égal à K fois concentration de A à la puissance alpha, fois concentration de B à la puissance bêta, et on sait très bien, nous, en chimie, la concentration des réactifs diminue avec le temps. Et vu que la vitesse dépend des concentrations, donc la vitesse de la réaction diminue avec le temps. Et donc l'item D est faux. Item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est C. Exercice numéro 11. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout ce que vous allez avoir le jour de l'examen comme données, je les mets en bleu en haut. Donc ici, je vous mets seulement la constante des gaz parfaits R qui est égale à 8,314 jours Kelvin-1 mol-1. Donc exercice numéro 11. Parmi les propositions suivantes concernant la constante de vitesse K à 75 degrés, à 65 degrés Celsius, sachant que on a quoi? On a la constante de vitesse à 190 degrés et on a l'énergie d'activation, laquelle et lesquelles elles sont exactes. Donc, l'item A, B, C et D ici, il nous demande la valeur de la constante de vitesse à 65 degrés. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, c'est facile. Donc, on va utiliser la loi d'Arrhenius. Donc, la loi d'Arrhenius, c'est quoi? Donc, si on utilise la loi d'Arrhenius qu'on a eu dans le cours pour deux températures données, on peut écrire
ln de K1 sur K2 qui est égal à énergie d'activation sur la constante des gaz parfaits multiplié par 1 sur T1 moins 1 sur T2. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Et donc, maintenant, on peut dire que si je multiplie par exponentielle à gauche et exponentielle à droite, donc j'obtiens quoi? J'obtiens K1 sur K2 qui est égal à exponentielle de EA sur R, 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et donc maintenant, je peux dire, si je fais moyen, moyen, extrême, extrême, donc ici, c'est comme si on a exponentielle divisé par 1. Et donc, j'ai le droit de dire que K1, elle est égale à K2 fois exponentielle de tout ça. Et donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer chaque terme par sa valeur. Donc regardez la constante de vitesse K2. Donc elle est égale à 3,4 fois 10 à la puissance moins 1 fois exponentielle énergie d'activation. Donc il est là, 56,8. Mais faites attention, ici c'est kilojoules. Moi je l'ai laissé en kilojoules divisé par R, la constante des gaz parfaits. Mais faites attention, l'unité de la constante des gaz parfaits, c'est joules. Et donc, je suis obligé de faire la conversion en kilojoules. Et après, donc, on a fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. Ici, n'oubliez pas, donc, dans la relation d'Arrhenius, la température est utilisée en Kelvin. Et je vous rappelle, donc, la température 1 degré Celsius, il faut ajouter 273 pour avoir la température en Kelvin. Donc 273 plus 75, ça nous donne 348. Et 273 plus 190, ça nous donne 463. Et donc au final, on obtient 44,6 litres moins le moins 1, seconde moins 1. Et donc dans ce cas-là, je peux dire que tous les items sont faux. A, B, C et D sont faux. Et seulement l'item E qui est vrai. Et donc le bilan de réponse c'est E. Exercice numéro 12. Donc, parmi les propositions suivantes concernant la liaison chimique, lesquelles sont exactes. Donc, item A, la liaison entre deux atomes qui ont la même électronégativité est une liaison ionique. Bien sûr que c'est faux. La liaison entre deux atomes qui ont la même électronégativité, c'est pas du tout une liaison ionique. C'est une liaison covalente. La liaison CO est une liaison polaire. Donc oui, on peut dire que la liaison CO est une liaison polaire. Pourquoi? Déjà, c'est quoi l'électronégativité? L'électronégativité, c'est la tendance d'un atome engagé dans une liaison à attirer plus à lui les électrons de cette liaison. Et regardez ici, on a deux atomes qui sont différents. Et donc ici, on sait très bien que l'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc il va attirer plus à lui les électrons de la liaison, ce qui rend la liaison CO polaire. Item C, une liaison triple comporte deux liaisons pi et une liaison sigma. Bien sûr que oui, c'est à apprendre par cœur. Une triple liaison, c'est une liaison sigma et deux liaisons pi. Item D, la liaison pi est plus faible que la liaison sigma. Pas du tout. C'est la liaison sigma qui est plus forte. Pourquoi? Parce qu'un recouvrement axial qui donne naissance à une liaison sigma est beaucoup plus fort qu'un recouvrement latéral qui donne naissance à une liaison pi. Item E, aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B, C et D. Les questions 13, 14 et 15 qui sont liées, donc c'est hyper important, il faut faire très bien attention à ça. Donc les questions 13 à 15 concernent la préparation de 250 ml d'une solution de chromate de potassium qui est le K2CrO4 à une concentration de 0,250 mol par litre. Donc on a le volume de la solution, on a la concentration de la solution, on a la masse molaire de K2CrO4, on a la masse molaire de l'ion potassium et on a la masse molaire de l'ion chromate. Donc, question numéro 13. Parmi les propositions suivantes concernant la masse pesée du réactif, c'est-à-dire pour préparer cette solution, valeur arrondie à la deuxième décimale, laquelle est exacte. Donc, l'item A, item B, C et D, elle nous demande de chercher la masse à peser pour préparer cette solution. Pas de panique. Donc, nous, on sait très bien que par définition, la concentration molaire, c'est petit n divisé volume. Et donc, dans ce cas-là, on a le droit de dire que petit n, elle est égale à grand C fois V. Donc ici, on a grand C qui est égal à 0,250
fois le volume de la solution qui est égal à 250 ml. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier le volume par 10-3 parce que dans cette relation, il faut que le volume soit en litres. Et donc, on obtient 0,0625 mol. Et donc, nous, on cherche petit m. Nous, on sait très bien que petit n, elle est égale à petit m sur grand M. Et donc, petit m, elle est égale à petit n fois masse molaire. Je remplace m par sa valeur. La masse molaire de K2CrO4 par 194, on obtient 12,13 grammes. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'item A, B et C sont fausses. L'item D est vrai. L'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse est D. Juste une remarque ici. Tout ce qu'on obtient ici, on peut l'utiliser pour l'exercice 14 et 15. Pourquoi? Parce que les questions sont liées. Exercice numéro 14, donc j'ai gardé la même donnée ici, c'est juste que j'ai bien mentionné ici la question numéro 14. Donc qu'est-ce qu'il nous demande dans la question numéro 14? Parmi les propositions suivantes concernant les concentrations des espèces en solution, laquelle sont exactes. Donc on va voir tout ça ensemble. Item A, il nous demande quoi? La concentration massique de la solution en dichromate de potassium est égale à 48,5 g par litre. Donc, on cherche à déterminer la concentration massique de K2CrO4 de la solution. C'est trop simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes, ou bien la méthode la plus facile, c'est d'utiliser ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, on sait très bien que la concentration molaire, elle est égale à la concentration massique divisée masse molaire. Et donc, concentration massique, elle est égale à quoi? À la concentration molaire fois la masse molaire. Et donc, je remplace la concentration molaire par 0,25 fois la masse molaire qui est égale à 194. Et donc, on a obtenu 48,50 g par litre. Et donc, l'item A est vrai. Item B, la concentration massique de la solution en ion potassium. Faites attention. Donc, seulement pour l'ion K+, est égal à 9,75 g par litre. Pas de panique, encore c'est trop simple. On sait très bien par définition, la concentration massique, comme on a pu la voir ici, la concentration massique de potassium, c'est quoi? C'est la concentration de l'ion potassium fois la masse molaire de l'ion potassium. Et n'oubliez pas que la concentration molaire de l'ion potassium, c'est quoi? C'est 2 fois la concentration molaire de K2CrO4. Pourquoi? Parce que K2CrO4 se décompose dans l'eau pour donner quoi? 2K+, plus CrO4 de moins. Donc pour chaque mol de K2CrO4, on a 2 moles de K+. Et donc la concentration molaire de K+, c'est 2 fois la concentration molaire de K2CrO4. Et donc, 2 fois la concentration molaire de K2CrO4, ça nous donne quoi? 2 fois 0,25, donc ce qui nous donne 0,5 mol par litre. Et donc maintenant, on peut déduire la concentration massique. Concentration massique, elle est égale à concentration molaire fois masse molaire. Donc la concentration molaire, j'ai la remplacée par 0,5. Et la masse molaire de l'ion potassium, c'est donné à l'énoncé. Et donc on obtient 19,5 g par litre, bien sûr. Et donc l'item B est faux. Donc n'oubliez pas, on a calculé la concentration molaire de l'ion potassium, on a calculé la concentration massique de dichromate de potassium, et tout ça, on peut l'utiliser si, bien sûr, on a besoin dans l'item C et D, parce que l'exercice 13, 14 et 15 sont liés. Item C, la concentration molaire de la solution en ion potassium est égale à 0,5. Donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà réglé parce qu'on a dit que la concentration molaire de l'ion potassium, c'est 2 fois la concentration molaire de K2CrO4 dans l'item B. Et donc, on n'a pas à faire de nouveaux calculs. Maintenant, item D, il nous demande quoi? La concentration massique de la solution en ion chromate est de 0,125 mol par litre. Donc, bien sûr, cet item est faux. Pourquoi? Parce que regardez ici, le prof, il vous piège. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, il parle d'une concentration massique et ici, l'unité, c'est mol par litre. Donc, on n'a pas à faire des calculs directement. On dit que c'est faux. Item E, donc aucune des prépositions
Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est A et C. Exercice numéro 15. Donc ici, j'ai ajouté quoi? Donc on a toujours la même donnée, la même énoncé. Mais ici, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez très bien. Une solution diluée est préparée en versant 50 ml de la solution précédente dans une fiole jaugée de 250 ml et en complétant avec de l'eau. Donc une fois on a préparé la solution de K2CaO4, de cette solution-là, on a pris 50 ml. Ces 50 ml, on l'a versé dans une fiole jaugée de 250 ml et après, on a ajouté de l'eau. Donc, on a préparé une solution de K2CaO4, mais qui est diluée. Donc, question numéro 15. Parmi les propositions suivantes concernant la préparation de la solution diluée, lesquelles sont exactes? C'est parti. Item A. Le volume total de la solution diluée est de 300 ml. Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que regardez, on a pris 50 ml et ces 50 ml, on les a mis dans une fiole de 250 ml. Donc, la fiole jaugée peut avoir au maximum 250 ml. Et donc, bien sûr, item A est faux. Le volume total de la solution diluée, c'est 250 ml. Item B. La solution diluée a une concentration molaire en chromate de potassium de 0,050 mol par litre. Donc, on cherche à déterminer la concentration de K2CaO4 dans la solution qu'on vient de préparer, de la solution diluée. Pas de panique. On sait très bien que pendant la dilution, le nombre de moles est conservé. Et donc, on a le droit de dire que N-phi égale N-mer. Donc, N-phi, je peux la remplacer par concentration phi fois volume phi, qui est égal à la concentration mer fois volume mer. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que la concentration phi, elle est égale à la concentration mer fois volume mer sur la volume phi. Donc, la concentration mer, elle est égale à 0,25 fois le volume mer qui est égal à 0,05. Pourquoi? Parce qu'on a prélevé 50 ml, ce qui correspond à 0,05 litres, divisé par le volume phi. Donc n'oubliez pas, le volume phi, c'est le volume final, donc il est égal à 250 ml, ce qui correspond à 0,250 litres. Et dans ce cas-là, on obtient 0,050 mol par litre. Et donc l'item B est vrai. Il y a une autre méthode pour faire le calcul. Moi, je vous conseille d'apprendre les deux. Donc, on peut dire encore que la facteur ou bien le facteur de dilution, qu'on l'appelle F en chimie, elle est égale à quoi? Elle est égale à V phi sur V mer. Donc, V phi, elle est égale à 250. V mer qui est égal à 50. Donc, ça nous donne 5. Donc, si vous voulez, on a dilué cette solution 5 fois. Et donc, pour calculer plus rapidement la concentration de la solution diluée, il suffit de prendre cette concentration-là de la solution mer et après le diviser par 5 et donc on tombe sur la même valeur. Item C, la solution diluée a une concentration massique de 8,08 g par litre. Donc on cherche à déterminer la concentration massique de la solution diluée. Donc nous, on sait très bien que la solution mer a une concentration massique de 48,5. Donc ça, on l'a déjà démontré ensemble. Et donc, si on a la concentration massique, on peut calculer la concentration massique de la solution diluée. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, on a dit que le facteur de dilution elle est égal à 5. Et donc, je peux déduire la concentration massique de la solution phi, de la solution diluée, juste que je prends la concentration massique de la solution mer et je le divise par 5 et donc on obtient 9,7 grammes par litre. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que l'item C est faux. Item D, la masse d'ion chromate, donc la masse d'ion CrO4 dans la solution diluée est de 0,975 grammes. Donc on va voir la concentration massique de CrO4 dans la solution mer, elle est égale à quoi? Elle est égale à la concentration fois la masse molaire. Donc la concentration molaire, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,25 fois 116, donc qui est la masse molaire de l'ion chromate CrO4.
Et donc, dans ce cas-là, on obtient 29 grammes par litre. Et donc, maintenant, la concentration massique de CaO4 dans la solution phi, n'oubliez pas. Donc, c'est la concentration massique de CaO4 dans la solution mère divisé F qui est le facteur de dilution. Donc, c'est 29 divisé par 5 et donc on obtient 5,8 grammes par litre. Et donc, on peut déduire maintenant la masse de CaO4 parce que la masse elle est égale à la concentration massique fois volume. Donc, la concentration massique, on vient de la calculer, elle est égale à 5,8 fois le volume. Donc, n'oubliez pas, le volume de la solution. On a une fiole GG de 250 ml, donc c'est 0,25, il faut faire la conversion en litres, et donc on obtient 1,45 g, et donc l'item D est faux, et donc le bilan de réponse c'est B. Question numéro 16. Donc, on dissout 22 g de phosphate trisodique dodécahydraté, Na3PO4 12H2O, dans 500 ml d'eau. Et ça, on l'a appelé solution A. À 50 ml de la solution A, on ajoute 200 ml d'eau, on obtient ainsi la solution B. Donc, il nous donne quoi encore? La masse molaire de Na3PO4 12H2O, la masse molaire de l'ion sodium, la masse molaire de l'ion phosphate. Et elle nous demande quoi? Parmi les propositions suivantes concernant les concentrations en ion sodium et phosphate dans les solutions A et B, laquelle et lesquelles sont exactes. Faites attention, parce que ici, j'ai deux solutions. J'ai une solution A que je peux l'appeler solution concentrée et j'ai la solution B que je peux l'appeler solution diluée. C'est parti. Item A. Dans la solution A, la concentration massique en ion sodium est comprise entre 7,95 et 8,15 g par litre. Donc, on va la calculer. On cherche à calculer la concentration massique de l'ion sodium Na+. Donc, il y a plusieurs méthodes. Voici une méthode de résolution parmi d'autres. Donc, nous, on sait très bien que le nombre de moles de Na3PO4 est égal à quoi par définition? À petit m sur grand M. Donc, petit m est égal à 22. Grand M est égal à 380, c'est donné ici. Et donc, comme ça, on a pu calculer le nombre de moles de Na3PO4 qui est égal à 0,058 moles. Et nous, on sait très bien, regardez Na3PO4 12H2O. Donc, pour chaque mole, on a 3 moles de Na+. Autrement dit, si on met cette molécule dans l'eau, donc cette molécule va se décomposer pour donner 3 Na+. Et donc, le nombre de moles de Na+, c'est 3 fois le nombre de moles de Na3PO4 qu'on vient de le calculer ici. Et donc, il suffit juste de multiplier 3 fois 0,058 et comme ça, on peut déterminer le nombre de moles ou bien la quantité de matière des ions sodium. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire que la concentration molaire de Na+, elle est égale à petit n divisé volume. Donc, elle est égale à 0,174 moles divisé le volume de la solution qui est égal à 0,5 litres. On obtient 0,348 moles par litre. Et dans ce cas-là, la concentration massique de Na+, c'est que la concentration molaire de Na+, fois la masse molaire. Donc, on a remplacé la concentration molaire par 0,348 fois la masse molaire qui est donnée ici 23. Et donc, on obtient 8,004 grammes par litre. Et on sait très bien que le 8,004 est compris entre 7,95 et 8,15. Et donc, oui, l'item A est vrai. Item B, dans la solution A, la concentration molaire en ion phosphate est comprise entre 0,34 et 0,36. Donc ici, on cherche la concentration de PO4,3- dans la solution A. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. La concentration de PO4,3- par définition, c'est petit n divisé à volume. Et donc, pour calculer la concentration, on a besoin de nombre de moles de PO4,3-. Mais n'oubliez pas, ici, on a un Na3PO4 12H2O qui se décompose dans l'eau pour donner 3 fois Na+, et une seule fois PO4,3-. Donc, pour chaque mole de Na3PO4, on a
1 mol de PO4 3-. Donc, autrement dit, le nombre de moles de Na3 PO4 12H2O est égal au nombre de moles de PO4 3- qu'on a déjà calculé, qui est égal à 0,058 moles. Et donc maintenant, il suffit juste de remplacer petit n par 0,058, le volume de la solution qui est égal à 0,5 litres. Et comme ça, on obtient la concentration en ion phosphate. On obtient 0,116 mol par litre. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'item B est faux. Item C. Dans la solution B, donc maintenant, on parle très bien de la solution diluée. Donc, je vous rappelle, pour préparer la solution B, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 50 ml de la solution qu'on vient de préparer et on a ajouté 200 ml d'eau. Donc, item C, dans la solution B, la concentration molaire en ion sodium est comprise entre 0,023 et 0,025. Comme on a dit avant, donc ici, on est en train de faire une dilution et donc pendant la dilution, le nombre de moles est conservé et donc on a le droit de dire que N mère égale M phi et donc je peux dire que C phi V phi égale C mère V mère et dans ce cas-là, je peux déduire que la concentration de la solution phi elle est égale à C mère fois volume mère divisé la volume phi avec bien sûr la solution A c'est la solution mère et la solution B c'est la solution phi. Nous, on cherche à déterminer la concentration d'ion sodium dans la solution B. Donc, elle est égale à la concentration de Na+, dans la solution A, fois le volume de la solution A divisé le volume de la solution B. Donc, la concentration de sodium dans la solution A, on l'a déjà calculée, elle est égale à 0,348 fois le volume de la solution A, donc c'est 0,05, divisé le volume de la solution B, donc c'est 200 plus 50, donc 250, donc divisé 0,25. Et dans ce cas-là, on obtient 0,0696 mol par litre. Et donc, l'item C est faux. Item D, dans la solution B, la concentration massique en ion phosphate est comprise entre 2,20 et 2,30 grammes par litre. Donc, on parle bien de la solution diluée. Et donc, comme je vous ai déjà dit, donc la concentration de PO4 3-, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,058 divisé 0,5, ce qui nous donne une valeur qui est égale à 0,116 grand M. Donc ici, grand M, c'est-à-dire mol par litre. Et donc, la concentration massique, elle est égale à quoi? Elle est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc, la concentration molaire, elle est là, donc 0,116 fois 95, donc c'est la masse molaire de l'ion phosphate. On obtient 11,02 grammes par litre. Mais nous, maintenant, on cherche quoi? La concentration de la solution phi, c'est-à-dire la concentration de la solution B. Et donc, comme on a dit, pendant la dilution, le nombre de moles est conservé. Et donc, on peut dire directement que la concentration de la solution phi elle est égale à la concentration de la solution mère fois V mère sur V phi. Donc ici, la concentration massique de PO4 3- dans la solution B, elle est égale à quoi? Concentration dans la solution mère, qu'on vient de la calculer ici, 11,02 fois le volume mère, donc qui est égal à 0,05 divisé par 0,25, ce qui nous donne une valeur qui est égale à 2,200 grammes par litre. Et donc l'item D est vrai, et donc l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est A et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.